Bonsoir tout le monde, je suis Matt Megaki, le chanteur de Cryptopsy et l'animateur du balado Vox and Hops. Je suis très content d'être ici pour animer le 9e table ronde du Mondial de la bière. Ce soir, je suis avec les personnes les plus classiques, les microbrasseries classiques de Québec. Je suis très intimidé d'être ici ce soir parce que j'ai commencé à découvrir les bières de microbrasserie grâce à vos brasseries, grâce à vos créations. C'est un moment très spécial pour moi d'être ici avec vous ce soir. On va commencer par se présenter et on va aussi commencer par déguster la première bière qui est la fin du monde. Fait que Sylvain, présente-toi et présente la fin du monde, s'il vous plaît. Plaisir. Merci de nous recevoir, Matt. Salut tout le monde. Sylvain Bouchard, sommelier en bière pour la brasserie Unibrou. Je travaille pour Unibrou depuis 20 ans maintenant. Ça fait 20 ans en mars dernier. Et contrairement à tous les gens qui sont ici ce soir, je suis ni un propriétaire, ni un brasseur. Je suis un épicurien qui a un peu plus de 50 ans et qui a commencé à boire de la bière de microbrasserie il y a plus de 30 ans, à l'époque où il n'y avait même pas encore de micro. Donc, j'ai vu arriver Cheval Blanc et Belle Gueule alors que j'étais à l'UQAM et puis après ça, la Boréale et ainsi de suite les bières sont arrivées tranquillement. Et chez Unibrou, ben, j'ai le plaisir de travailler avec les gens du marketing au développement des recettes, travailler en collaboration avec certains de nos clients, travailler à l'élaboration de nouveaux produits avec la salle de brassage. J'ai le plus beau métier du monde, c'est-à-dire boire, rencontrer des gens et surtout parler de bière. Ah, c'est excellent. Et honnêtement, c'est une des premières bières de micro que j'ai goûtées. C'était vraiment les artwork qui m'avait attiré, un côté très presque métal qui m'attire, c'est clair, avec mon chemin de métalleux. Bienvenue Sylvain et santé à tout le monde avec la fin du monde et tout le monde qui nous écoute aussi. La fin du monde, mais le début d'une belle table ronde. Oui. Pendant que vous goûtez à la bière, je sais que vous la connaissez par cœur, je me posais la question, qu'est-ce que je vais bien présenter dans le cadre de cette table ronde-là? Quel produit je pourrais amener? Puis, j'ai pas eu le choix d'y aller avec la fin du monde parce que, comme tu viens de dire, Matt, combien de gens sont tombés en amour avec la microbrasserie ou les bières de spécialité en buvant la fin du monde ou une autre des bières d'Unibrou? Ça fait 12 ans que je fais le travail que je fais en ce moment avec Unibrou. Et si je n'ai pas rencontré 25 ou 30 brasseurs qui, en ce moment, travaillent dans des brasseries ou ont parti leur brasserie, qui m'ont dit c'est avec cette bière-là que j'ai eu le goût un jour de brasser, j'en ai pas rencontré un. Et donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai dit allons-y avec la fin du monde. Et puis, mine de rien, derrière son nez de levure, ses épices, sa chaleur, se cache la bière canadienne qui est probablement la plus médaillée. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste une fois, c'est à répétition. La fin du monde a 58 médailles internationales, les plus grands concours, World Beer Cup, World Beer Championship, Canadian Brewing Award, World Beer Awards à Londres. Et donc, c'est pour ça que je disais, allons-y avec le classique. C'est sûr que c'est une de nos bières de jeunesse, là, puis que j'aime encore boire souvent. Tu sais, moi, honnêtement, Unibrou, là, c'est en grande partie grâce à Unibrou que j'ai parti ma brasserie, mais pas à cause de la bière. Moi, quand j'étudiais en génie, là, j'ai commencé à découvrir c'était quoi l'Internet, le web. Tu sais, puis là, on parle de, tu sais, dans le temps où est-ce que tu disais à ta tante l'Internet, puis qui disait « Ah, j'ai entendu parler de ça. » Puis un jour, j'ai appelé André Dion pour lui dire « J'aimerais ça faire ton site web. » Puis, il est tout le temps pogné avec Madame Marcille, sa femme. Elle ne voulait pas me laisser parler à André Dion. Puis là, j'ai un projet pour lui, Madame Marcille. Je veux lui parler de l'Internet. Puis là, elle dit « Ah, c'est ça l'affaire où il se trafique de la drogue, puis il se construit des bombes. » Fait que j'ai jamais réussi finalement à faire le site web de Unibrou. Fait que j'ai rencontré Marie Auder, j'ai fait le site de Bière Mag, on a été impliqués dans le festival de Chambly, puis on s'est parti d'une brasserie. Puis on a rencontré Jérôme Denis, puis regarde. On est là. C'était comme notre idole, là, parce que moi j'ai hâte qu'il parle de sa brasserie, parce que nous autres on n'était pas nés encore quand C'est malade. Frédéric, oui, vas-y Marc. Frédéric, tu peux te présenter en même temps pour tout le monde. Ah, ben OK. Moi, c'est Frédéric Tremblay, président et cofondateur de la microbrasserie Charlevoix avec Caro. Viens ici. Elle veut pas. Ouais, elle s'en vient. Salut. Avec Caro.
On la laisse pas ici parce qu'elle va toute boire la bière puis elle arrêtera pas de parler. Ben, c'est ça. Nous autres, on a parti la brasserie en 1998 dans Charlevoix. Puis, ben, je vous ai déjà raconté un peu comment j'ai commencé à être dans la bière. Mais c'est sûr que, bon, je parlais d'Unibrou, mais, tu sais, dans les bières qu'on a découvert aussi rapidement, ben, c'est sûr qu'il y avait la Belle Gueule à Montréal. Et puis, après ça, Jérôme, ben, tu sais, il fallait aller au cheval à Montréal. C'était plus difficile un petit peu pour nous autres. On habitait loin. Mais quand même, tu sais, quand Caro et moi, on a commencé à brasser de la bière, c'était un de nos stops avec la Cervoise aussi, où on adorait aller passer nos soirées qui, malheureusement, passaient au feu à un moment donné. Puis, tu es venu me visiter sur Sainte-Patrick une fois. je suis venu te visiter sur Saint-Patrick. Hey, c'est vrai, regarde ce que j'ai sorti tantôt. Et si bois. C'est encore dans le téléphone. Encore dans le plastique. Je le garde. Peut-être qu'un jour, ça va valoir de l'argent. Fait que, ben oui, c'est vrai, on est allé visiter Jérôme Saint-Patrick. Puis il dit, hey, on a un projet de partir. Puis ça, tout le monde ici l'a déjà entendu. Là. Hey, nous, on a un projet de partir une microbrasserie. Je pense qu'on devait être le 50e à aller le voir cette semaine-là. Oui, mais c'est parce que c'était pendant la semaine mondiale. C'est pour ça que j'avais beaucoup de monde. Ça se peut. Je pense qu'il m'a dit, écoute, si je te donne une caisse de bière, là, tu vas-tu partir et tu ne viendras plus m'en reparler. Parce que je sais que le monde vient me voir pour avoir de la bière gratis. Jérôme, c'est le grand frère de toute ta gang ici. Hein? Mais même toi, Laura, je pense que tu étais venu me voir dans la cave au début. Ah oui, absolument. Ouais. Avec Bernard. Avec ton chum, Bernard, ouais. Oui, on est allé te voir dans la cave, puis tu nous as bien inspirés, puis... Non, tu étais vraiment fin, puis « Ah ouais, go, let's go, là, t'es jeune. Ouais. » Hey, j'avais 25 ans. Moi, j'ai déjà été porter mon CV à Jérôme, puis il ne m'a pas engagé. Fait que je m'embrasse. Oui, mais on avait une politique de ne pas embaucher des freaks dans le temps. Moi, Jeff, ça a bien fait. J'ai été rejeté par Unibrou, tu as été rejeté par Cheval Blanc, puis regarde, on a parti nos affaires. Ça, on est attirés. Jérôme, présente-toi. C'est pas nécessaire que tu te présentes parce que tout le monde te connaît, mais présente-toi, s'il vous plaît. Jérôme C. Denis. Je suis brasseur fondateur Cheval Blanc, sur la rue Ontario. J'ai aussi parti une petite usine, erreur, sur la rue Sainte-Patrick. Et après des 12-14 heures par jour, j'ai décidé de vendre ça à M. Genre des brasseurs RG. Je suis allé travailler là 18 ans. J'étais supposé être 3 ans. Là, je suis resté là 18 ans. Puis là, je suis retourné au Cheval Blanc. Puis c'est tellement le fun parce qu'ils nous ont fermés. Puis je lave des bouteilles dans la cave. Back to square one. Ah, c'est go. Jean-François. Ah, ben salut. Jean-François Gravel. Je suis cofondateur de Dieu du ciel et j'occupe le poste de maître brasseur, si on peut dire. Je suis surtout maintenant pas mal plus à la création, le développement des recettes que je brasse à l'occasion, mais c'est assez rare, mais c'est ça. Donc, on a commencé ça comme brewpub sur la rue Laurier, dans le Myland, avant que le Myland soit le Myland que tout le monde connaît. Puis là, on a après ça parti une usine de production à Saint-Jérôme, puis on essaie que Saint-Jérôme soit aussi famous que le Myland. Wow. Un petit peu de doigt à faire, mais c'est bien parti. Laura. Bon, mon nom, c'est Laura Urtnowski. Je suis cofondatrice de Boréal en 88 qu'on a fondé ça. Donc, on était en printemps 89, le deuxième microbrasserie sur le marché après Belle Gueule, le même printemps au mois de mai en 89. On a fait la Boréal, qui était la première bière de couleur vraiment sur le marché qu'on pouvait boire dans les bars, restaurants, etc., qui étaient sur le marché. Donc, c'était toute une histoire, mais c'était un bon move parce que les gens, quand ils rentraient dans un bar, ils regardaient ça sur la table. Hey, qu'est-ce que c'est ça? La bière brune. Ouh, elle est brune, qu'est-ce qu'elle a eu? Ah, c'est une micro. Ah oui, OK, c'est des cuves rouillées, hein? C'est pour ça que c'est brun. Ah non, c'est une bière naturelle. Oui, c'est brun comme le pain brun ou les œufs bruns. C'est pour ça. Hein? Il fallait vraiment expliquer parce que les consommateurs à l'époque connaissaient vraiment mais rien. C'était un monde de ale puis de lager
sans beaucoup de goût, là, et donc on avait été vraiment... C'était quelque chose là, de voir une bière de couleur. Puis, elle est devenue la Boréale rousse à peu près 1 an après, quand on a décidé de lancer la blonde. Fait qu'on a appelé blonde et rousse parce que les gens ne connaissaient pas les styles de bière à l'époque non plus. Alors, on l'a appelé le Boréale rousse et depuis, beaucoup de brasseries ont fait de la rousse. Et c'est devenu un style de bière en soi, la rousse. Moi, je suis bien fière de ça. Donc, c'est l'original rousse que je présente. Donc, nous, moi, j'ai travaillé 25 ans dans cette brasserie-là. On était seulement en fût au début, en 88. Ah oui, c'est vrai. Oui, hein? On n'avait pas d'argent pour acheter une embouteilleuse. Jeune entrepreneur, moi, j'avais 26 ans. Mon chum, 28. Alors, ouais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Hein, Jérôme, à cette époque-là? Il est rendu à rousse, Jérôme, déjà, là, tu vois. Moi, je suis... J'allais justement dire qu'on va poursuivre avec la rousse que tu nous présentes déjà. Le plus drôle, là, Laura, c'était le lundi matin. On se retrouvait à Canada Maltage, son chum à Laval. Moi, puis Belle Gueule, puis Mecca Asselin en ligne, chacun moi, j'avais le plus petit camion dans la gang. Puis, dans ce temps-là, là, les recettes, je peux toutes vous les dire parce qu'il y avait 4 sortes de malt. Oui, c'est ça. Exactement. Puis on mettait une caisse de bière dans le fond du truck pour les gars qui nous déchargeaient le malt. T'en souviens-tu, Jérôme? Tu avais une coupe de poche gratuite. Les gens qui nous écoutent, là, ceux qui ont découvert la bière avec les Triple IPA Barrel Age Sour, c'est d'autres là, que tu leur dises qu'il y a 25-30 ans, le monde, quand tu voyais une bière rousse, il capotait. Là. Imagine maintenant ce qu'ils veulent, c'est avoir des bières que tu ne vois pas à travers. Là. Nous autres, là, dans nos pubs, là, en 98, même, c'était un peu l'asile. On essayait d'en enlever le plus possible là, avec de l'icing glass, là, puis, parce qu'on n'avait pas de filtre. Parce que les gens, quand on arrivait, il y avait le moindre voix. La blanche a commencé à démocratiser un peu la différence. Là. Ouais. Mais je vais te dire, tu sais, ce que l'horreur à l'acte là, imagine là, ceux qui viennent de commencer à triper sa bière, ils nous écoutent et ils disent c'est quoi, c'est en 1920 cette histoire-là ou quoi? Là? C'est ça. C'est drôle que tu dises ça parce que souvent, je le dis, moi, j'ai les histoires contées par André Dion, qui est parti Unibrou, qui disait que les premiers mois, même les premières années, les gens appelaient à la brasserie pour se plaindre qu'ils avaient trouvé dans le fond des bouteilles de Unibrou des motons dans le fond. Parce que tu parlais des bières qui étaient voilées, les gens n'avaient pas cette conscience-là. Puis aujourd'hui, comme tu dis, c'est les hazy, les plus hazy juicy possibles. Donc, il y a vraiment un monde qui sépare cette réalité-là et celle qui est aujourd'hui. C'est sûr. C'est beau quand même une bière filtrée. Moi, je trouve ça... Oui. Ouais. Mais je peux te dire que c'est pas en mode. Mon filtre, je m'en sers pas souvent. J'ai un beau filtre Paul, c'est 0.7. Il s'ennuie dans son coin. Il s'ennuie pas mal. Moi, dire une affaire, moi aussi, je m'ennuie pas mal. En tout cas. Hey, la blanche de Unibrou, moi, j'en faisais avant, mais quand c'est sorti ça, je faisais des dégustations dans les épiceries, puis on me demandait toujours, est-ce que c'est de la blanche de Charlebois? Même pas blanche. Est-ce que c'est de la bière de Charlebois? Oui, moi aussi. T'en rappelles-tu? Oui. À un moment donné, je me suis écœuré, puis c'est moi qui faisais les dégustations, puis je disais oui, prends-en 2 caisses, ça part vite. Mais Jérôme, à un moment donné, là, Charlebois était propriétaire de toute la bière au Québec. Moi, quand on a starté la brasserie ici, en plus, on était dans Charlevoix, je me souviens d'être allé au garage changer mes pneus, puis je jasais avec le garagiste, puis ça, puis il dit « Ah, tu fais quoi, t'es nouveau dans la région? » Je dis « Ouais, on a la microbrasserie. »« Ah, la microbrasserie à Charlebois? » Ben non, je dis « Non, c'est la microbrasserie à Charlebois, on vient de la partir, c'est nous autres. » Il dit « Ouais, mais c'est Charlebois qui est actionnaire de ça. » Ben là, j'ai dit « Écoute, c'est à moi, puis je l'ai pas vu au conseil d'administration. » Mais tout le monde... Aurait dû dire oui. Et plus de monde. Mais c'est assez fascinant de voir comment André Dion a été capable. Mais je pense, contrairement à la plupart d'entre vous, je parle surtout de Boréal puis de Cheval Blanc ou même Belle Gueule, qui n'avaient pas les moyens qu'André pouvait avoir. André est rapidement sorti de Montréal parce que les autres brasseries étaient déjà sur place, les 3 ou 4 qui étaient à l'époque.
Lui s'est attaqué à la Beauce, dans Charlevoix, en Gaspésie. Il est allé à l'extérieur d'où était le bassin de buveurs, c'est-à-dire Montréal. Et c'est comme ça, en même temps, avec Charlebois, qui s'est joint à lui, qui ont fait connaître les bières qui n'étaient pas ce que Laura disait tout à l'heure, des ales puis des lager blondes à 5 % d'alcool filtré avec peu de goût. Et je pense que c'est ce qui a stigmatisé l'imaginaire des gens. Quand une bière a du goût et de la couleur, c'est une bière à Charlebois, puis tant mieux, parce que je pense qu'ils ont fait un sacré travail de défrichage et d'éducation. Oui, absolument. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, vraiment. Là. C'était parce que le niveau de connaissance était tellement peu là, qu'il fallait à l'époque nommer les bières par leur couleur, hein, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Là. Sinon, le consommateur ouvrait ça. Oh my God! Ouais. Et maintenant, c'est vraiment différent. Je suis super fière de tout le monde. Le mot Charlebois, ça avait marché en Titi. Oui, hein? Moi, je faisais des dégustations des SAQ tout à travers le Québec, tout seul. Là, je partais en char. Là, puis, vous le dites, là, tu rentrais dans un SAQ, faire goûter à, je ne me rappelle plus, la Cap Tourmente ou des affaires la même. Je pense que la Titanic aussi était à SAQ. Puis, il fallait que tu dises quasiment que c'était Charlebois, sinon tu n'en vendais pas. J'avais commencé au début. Dis pas ça à André Dion, là, il va m'appeler dans le soir. Il va me négocier un brevet. Puis, des redevances. On le connaît. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait appeler les bières par les couleurs. Puis je pense que c'est une autre chose qu'André avait eu comme visionnaire, c'est que chacune de ces bières avait une identité propre. Et c'est à peu près la première brasserie, même avec les gros Molson et Labatt, qui est arrivée en disant chaque bière aura son nom propre, alors que la plupart des autres appelaient le Boréal, 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 et on mettait la couleur ou Belle Gueule ou même Griffon. Lui est arrivé en disant ben non, il y a Blanche de Chambly, il y a je pense que le cheval blanc, Jérôme avait commencé avant avec Coup de Grisou, Titanic André, quand il est parti de Rona, là, il n'est pas parti poche vide. Hein? Exact. J'ai pris la peine de le mentionner. C'est bien facile de dire ça, là, mais quand tu n'as pas d'argent, faire des étiquettes, payer un graphiste, puis partir Puis dans ce temps-là, quand tu faisais partir une machine pour imprimer, là, tu ne pouvais pas demander 1000 étiquettes comme je fais en ce moment au cheval blanc. Là. Ça n'existait pas le numérique. Il fallait que tu commandes 10, 20 puis 30 000 étiquettes. Tu n'en vendais pas ça dans une année. Wow. Même le cheval blanc, toutes les sortes qu'on avait, Coup de Grisou, tout ça, le Titanic, Cap Tourmente, on faisait faire une feuille d'impression. Une, avec toutes les étiquettes sur une feuille. Puis là, il imprimait ça. Puis là, on avait des étiquettes pour un an. Ouais. Mais c'est pas juste ça, c'est faire connaître ta marque de commerce. C'était quoi le minimum de la commande? T'en rappelles-tu, Laura? C'était épouvantable, les étiquettes. C'était épouvantable, par exemple. Écoute, même nous autres, dans notre temps, on est quand même 20 ans après toi, là, Jérôme. Mais, non, mais tu sais, même quand le numérique est arrivé, ça a changé beaucoup de choses. Mais tu sais, juste le prix des plaques d'impression, ça, tu étais là, tu te disais... tu veux pas être obligé de manquer ta shot non plus, puis d'avoir oublié de mettre le pourcentage d'alcool, hein, parce que le prix des plaques, c'était comme 300 par couleur, là, tu sais. Puis le die pour découper, puis tout ça. Ah oui, le die, oui. J'aimerais savoir, c'est quoi la chose qui a changé le plus depuis le début de vos temps comme brasseur? Le consommateur ou la consommatrice. Oui, le marché, oui. Ouais. C'est quoi les plus grosses différences? Toi, Jean-François, le marché, ça doit être quelque chose. Ben moi, tu sais, je ne suis plus là-dedans, là, ni Laura, mais... Ben, c'est sûr que, tu sais, on va le voir plus tard, là. Tu m'aurais dit j'aurais fait de la canette un jour, j'aurais dit, es-tu malade? Absolument. Effectivement, faut tu sais, à un moment donné, tu peux pas être sur tous les fronts puis tu choisis un peu ce que tu veux faire ou pas. Mais après ça, il y a des grands mouvements comme ça, le contenant qui aurait été un hérésie là, justement à 25-30 ans parce que c'était vraiment associé aux grands brasseurs. Là, c'est le contraire. Là, ça prend le bâton du pèlerin si tu veux mettre de quoi dans une bouteille. Ça, c'est majeur. Là. Après ça, comme je disais, tu as une gang de brasseurs qui sont souvent plus jeunes que toi, puis ben oui, ils te proposent un paquet d'affaires, mais tu dis, OK, là,
je veux bien, avec le brewpub, c'est le fun, mais là, c'est un peu plate parce qu'il n'est pas arrêté, là, mais mettons qu'il est au ralenti, mais après ça, la place à tablette est limitée, c'est beau de faire des rotations, tout ça, mais tu n'as pas cette... tu rends pas la liberté du pub pour tout faire. Fait que, à un moment donné, tu te concentres un peu sur qu'est-ce que tu penses que tu es le meilleur pour faire. Jeff, le point que tu amènes, c'est bon parce que tu sais, on a plein de jeunes brasseurs maintenant qui sont super stimulés, qui veulent brasser des nouvelles bières à toutes les semaines. Imagine, ça, c'est-tu le pire mal de tête de vendeur puis de commercial? Puis tu sais, on a toujours travaillé très fort dans le temps, là, dans notre temps, à travailler pour avoir une marque solide, d'avoir du repeat sur une vente de bière. Puis là, tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver comme entreprise, c'est quand tu sors une bière, elle se vend plus, il faut que tu en ressortes une autre parce qu'il y a tout le marketing, les étiquettes, les plaques qu'il y avait dans le temps. Maintenant, tout est instantané, c'est les médias sociaux. Puis tout se revire rapidement. Puis les détaillants, quand ils t'appellent, c'est « T'as-tu quelque chose de nouveau? » Je fournis pas à brasser de la flacatoune puis de la blanche. Fait que, tu sais, j'en sors une à tous les 3 mois, une nouvelle. Mais, tu sais, puis là, nos brasseurs, eux autres, ils veulent sortir des nouvelles affaires à toutes les semaines. Fait que, tu sais, t'es comme pogné entre une réalité économique, là, qui est comment est-ce que tu manages sortir des nouvelles bières à toutes les semaines, financièrement, puis le roulement des stocks sur les tablettes. Puis pourquoi qu'on est rendu avec 950 bières aussi sur les tablettes? Parce que il y en a, ils sont là, ils ont été glissés, ils ont été untappés, puis ils sortiront plus jamais, tu sais. Ouais, Ça aussi, là, cette espèce d'affaire-là, on l'avait déjà vu avec Raid Beer, là, mais on dirait qu'avec OnTap et tout ça, maintenant, c'est rendu encore pire. Là, OnTap, c'est comme du speed rating. Là. Exact. Speed rating. Tu mets une étoile, tu peux dire 2 mots et quart, tu n'es pas obligé de vendre. Raid Beer, là, c'est surtout avant l'application, tu t'assois, prendre des notes sur du papier. Tu essayais d'être pas trop sous à la fin parce qu'il fallait que tu te relises le lendemain matin. C'est l'ordinateur. Fait qu'une année, tu te tannais dans la soirée, t'arrêtais. Mais avec l'application, tu peux être bien sous rendu après 4 heures de festival, puis tu continues à arrêter dans le tapis. Malheureusement, je ne dis pas que c'est complètement mauvais, mais disons que je suis moins sensible aux commentaires sur OnTap que je l'ai fait, mettons, sur Raid Beer. La dernière table ronde, j'étais avec Jérôme Robertez de Brasserie des Franches-Montagnes, puis il a dit que la nouvelle génération de brasserie, c'est comme d'aller à un restaurant que tu peux commander des sushis, du pizza, du italien. Il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucune petite village. Si tu rentres dans un petit village puis tu vas à ce restaurant-là, parce que tu sais que tu vas manger ces pâtes-là que tu adores, que c'est des générations, que ça a été passé à une génération à l'autre. C'est fini des flagship beers. C'est rendu juste nouveau. Puis pour lui, IPA. Oui, ouais, 22. Moi, quand j'ai parti... Moi, j'en reviens pas les sortes. Là. Moi, je livre des 5 caisses à la fois dans des dépanneurs. Puis c'est ça. Ils me demandent une nouvelle saveur à chaque semaine quasiment. Puis même moi, je ne suis pas capable de faire ça. Tu sais, je veux dire, ça demande trop d'inventaire. Tu sais, même si c'est des petits brassins, si tu te retrouves avec 100 caisses d'une sorte, 100 caisses d'une autre sorte, 100 caisses d'une autre sorte, puis là, une chance, on n'est pas ouvert au public parce que c'est pas, je ne saurais pas où mettre les caisses puis le public. Mais tu te souviens-tu dans le temps, encore là, on est là puis on se rappelle du bon vieux temps, où quand tu lançais une bière, tu faisais la première page du Journal Le Québec ou de la presse, tu sais. C'est vrai. Mais tu travaillais pendant 2 ans, tu laissais, tu sais, savoir que, OK, la Dominus Vobiscum va sortir. Le jour où tu sortais, tu invitais des journalistes. J'avais du monde de Québec et de Montréal qui venaient pour un lancement de bière. Là, il en sort 5 par demi-heure. Ben, moi, je me souviens d'envier tellement les brewpubs parce qu'ils pouvaient justement jouer avec des recettes, puis ils sortaient leur stout, puis là, quand la batch était finie, il faut faire un autre stout, mais ils le tweakaient un peu. Là, puis, nous autres, on ne pouvait pas faire ça. On avait nos 3 bières ou nos 4 bières, nos 2. Il fallait qu'ils soient pareils à chaque fois, puis livrer avec toujours avoir d'inventaire dans les magasins, puis c'est pas la même game du tout. C'est clair, c'est pour ça que je suis parti en brewpub. Au départ, de un, je voulais pas brasser juste, mettons, de bière anglaise, tout ça. Mais je voulais vraiment explorer les différentes traditions. Mais l'idée d'avoir... moi, je suis parti vraiment avec l'idée du cheval blanc. Là, je tripais à cette place-là. Je disais, hey, moi, je veux cette liberté-là. Je
j'étais pas guéri, mais effectivement, oui, on pouvait justement, à chaque recette, on pouvait l'améliorer. Puis en 1 an, 2 ans, ouais, la recette avait quand même évolué pas mal. Puis après, j'ai dit, OK, ben, là, je suis prêt pour un deuxième défi. Puis on change de niveau. Mais c'est clair que sortant comme brasseur maison, où ce que je pouvais faire ce que je voulais, je disais, non, je m'en vais en brewpub. En parlant du cheval blanc, on va tomber dans le brut. Bon, c'est des mauvaises nouvelles. Puis toi, je les ai toutes écoutées à date. Moi. Ah ouais? Mais je parlais, tu sais, quand là, moi j'étais à l'université, j'avais fait un cours là, de comptabilité économie, je sais pas trop quoi, puis il y avait le reportage de toi puis Bernard Laurent. Là, je sais pas si tu te souviens d'avoir déjà fait un reportage pour des cours de comptabilité. En tout cas, tu sais, il y avait vraiment là, ça faisait partie de notre cours de comptabilité. Quand vous aviez parti l'entreprise, hey, écoute, Laura était. Écoute, tu sais, t'avais l'air d'un kid, là, c'était incroyable, tu sais, c'était. J'avais vraiment trippé au bout. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à brasser la bière maison, d'ailleurs. Avec des kits, tu sais, bien entendu. Puis j'avais jamais imaginé que, je sais pas, 20 ans plus tard, tu deviendrais ma mentor de l'AMBQ, là. Je suis content de la suite des choses à l'AMBQ, c'est super. Là. Pour pas dire ton chien de poche pendant 3-4 ans. Oui, c'est correct. Avant que tu dises, OK, là, c'est correct. Toi, Fred, t'aimes ça être contrôlé par les femmes de toute façon. Jérôme, présente-nous Brut, qui est plus IPA. Ah, Brut, my God. Brut, c'est une recette de mon brasseur Isaël Degenais. C'est justement quand on parlait de nouvelle génération de bière puis de nouvelles affaires que j'ai donc de la misère à suivre. C'est une bière qui est fermentée avec une levure, mais aussi avec des enzymes, tant à l'empâtage que dans le fermenteur. Puis, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup de céréales avec ça. Et je pense qu'il n'y a même plus de houblon maintenant. C'est une bière qui a évolué. Au début, on mettait du houblon. Puis, à un moment donné, justement, parce qu'on est un brewpub, on modifie la recette. Finalement, il n'y avait plus de houblon. Fait que là, on dit, ben, on ne l'appelle plus IPA. C'est intègre, je trouve. D'ailleurs, Matt, tu posais la question, qu'est-ce qui a changé? Tu parlais des challenges, mais c'est pas un challenge, mais moi, je trouve que ce qui a changé beaucoup. Tout à l'heure, on disait, c'est vraiment l'invasion des IPA, c'est l'apparition de tous les nouveaux houblons qu'on a aujourd'hui. Oui. Quand Laura t'a senti la bière, t'as dit, waouh, ça sent bon. C'est cet apport-là qui, malheureusement, a son côté négatif qui fait que finalement, en dehors des houblons, les bières qui sont moins expressives et amères ont moins d'attrait. Mais je trouve que les houblons ont vraiment amené cet aspect-là qui est tellement intéressant. Puis les jeunes peuvent pas, autant ils ne comprennent pas qu'il n'y avait pas de bière rousse et des bières avec des motons il y a 30 ans, autant ils peuvent comprendre qu'une bière ne peut pas avoir cet aspect aromatique-là qu'on retrouve aujourd'hui. Ça, c'est fantastique. Oui. C'est sûr que le plus aromatique qu'il y avait avant, c'était le Cascade. Oui. Asti qu'on a pris du Cascade, nous autres. Oui, hein? Une des raisons, c'est parce qu'il y a que ça qu'on pouvait acheter au début. Ah oui, les grandes brasseries, ils n'aimaient pas ça. Ça sentait trop. Ce Cascade, j'achetais ça en poche, en feuille. Il n'y avait même pas des pellets au début, c'était en feuille. Incroyable. Tu ouvrais le sac et tu avais du houblon de partout dans la cave. Hey, c'est vrai. Je me souviens moi aussi d'avoir brassé avec de la feuille. Puis tu passais autant de temps à sortir à pelle ton houblon que de sortir ta drèche. Tu sais, ça tu allais dans le bouilloire, tu ressortais. Aïe aïe. Vive les pellets. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours dry up avec de la fleur aux pommes. Je trouvais que c'était comme plus proche de la vraie patente. T'sais. Puis quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, je dit, on va partir avec la feuille. Ça n'a pas été long. J'ai fait, hey man, ça n'a juste pas de bon sens. Tu essaies de sortir ça dans ton traclan de 4 pouces dans le fond du fermenteur. Là. Tu finis avec une montagne, tu sais, OK, non. Non. On avait fait chez Hergé une bière première, comment on appelle ça, Jean-François, le premier houblon, le first. Fresh hopping? Fresh hopping? Non, first harvest. 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 Ouais. On avait fait ça chez Hergé avec la dame qui est en haut d'Ottawa, là, je ne me rappelle plus de son nom. Mireille. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, on avait pris, écoute bien ça, Laura,
à cause des feuilles doublons, on avait une salle de brassage nouvelle Steinecker Ultra. Fait que là, on avait bypassé le Whirlpool pour mettre les feuilles parce que là, le système allemand, il prenait pas ça, là, lui. Puis on avait pris l'ancien cuve filtre cheval blanc 500 litres pour mettre le houblon. On avait le faux fond encore. Il avait gardé ça chez RG, fait qu'on a sorti ça du garage, puis on a mis le houblon là-dedans, puis on avait 2 tuyaux, un qui rentrait puis qui sortait à la bière. Puis là, on bypassait tout le système informatique de même, en tout cas. Ah ouais, ça, c'était ta Pilsner, ça. C'est la Pilsner que tu avais fait de même, hein? On l'a déjà fait 2 fois, je pense, cette bière-là. Parce que c'est compliqué, le First Harvest, puis l'avoir, puis le goût Question aussi. de timing, ouais. Hein, je sais pas, toi, tu en as fait aussi, je pense, Jean-François, à Brasseur. On en a fait un peu, ouais. Puis on a tweaké éventuellement, on le garde surtout pour l'aromatique, là, parce qu'au niveau de l'amertume, maintenant, tu en mets tellement, tu rajoutes de l'eau dans ton mou, ça finit plus de finir. Là. On en a fait un petit peu, ouais. Puis puis surtout quand. Tu sais, j'en fais pas, tu sais, tu peux même en faire venir avec Yakimochi, tout ça, là, c'est beaucoup de timing, tout ça. Fait que je travaille justement avec Mireille, c'est plus facile. Puis on en a fait quelques fois. Mais à cette heure, c'est plus une 50-50 qu'on fait. Là. On travaille avec un peu de palette pour avoir une amertume comme définie. Puis après ça, on garde le fresh up juste pour l'aromatique. Mais Excuse-moi, c'est une autre affaire qui a changé énormément. C'est justement les fournisseurs. Il y a un choix de fournisseurs maintenant qu'il n'y avait vraiment pas à l'époque. Et donc, ça veut dire qu'on a des couleurs qu'on peut mettre dans les bières qui n'existaient pas avant. On avait du jaune, du rouge, puis du Carastan, du roasted barley, puis un peu de... On avait le carameltage 2 rangs, 6 rangs. Ouais. That's it, that's all. Puis les houblons, là, ben, c'était des restants des grandes brasseries que tu pouvais avoir. Là. Puis il fallait que tu fasses de quoi avec ça. Il y avait juste la cascade qui goûtait quelque chose, tu fais ça dans ce temps-là. Ouais, le Willamette, des fois, là, puis ça... Mais maintenant, le choix d'ingrédients, puis de couleurs, puis de fournisseurs, que tu n'es pas pris avec juste des fournisseurs de grandes brasseries où tu appelles puis te donnent quelques restants s'il en reste. Là. Puis toujours les grandes brasseries achètent tout le lot, puis là, tout d'un coup, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus brasser parce que tu n'as plus de malt, tu n'as plus de boulon, tu as quelque chose. Ouais. Là, on vit le problème avec les canettes. Là, oui, c'est ça. Ils nous envoient les restants. Et puis à un moment donné, ça a été les tops de canettes aussi. Parce que c'est ça. Hey Matt, ça va bien ton affaire? Tu veux régler ça en 1 heure? Tu as une question à te poser. Ça va bien? Non, ça va bien. Ben, vous avez couvert presque toutes mes questions à date. Ah ouais. J'aime ça quand ça arrive comme ça. Mais maintenant, on va parler du mondial. Ah bon, c'est une bonne idée, ça. On a tous des très belles souvenirs de nos moments au mondial. Moi, j'en ai plein. Je suis très curieux de savoir c'est quoi vos souvenirs préférés du mondial de la bière. Mais avant, on va poursuivre avec ma nouvelle collab qui vient de sortir, Vox and Overhops, The Double Dry Hop, New England IPA, Vic Secret, Citra Enigma Hops, brewed by Overhop Canada. Je les adore. Overhop Canada sont ici au Québec grâce au mondial de la bière. Si ce n'était pas pour leur expérience de gagner au Brésil et de venir ici, ils n'auraient pas déménagé ici. Puis maintenant, ils ont leur facility in Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ils ont brassé ça pour mon 2e anniversaire en octobre et ils vient juste de le ressortir. Je suis très content. Beaucoup d'amour à l'équipe de Overhop Canada. Je trouve que tu as beaucoup de maturité pour 2 ans. J'espère que l'IPA n'a pas 2 ans. Là. Non. Ah, ben ça, c'est dans le style qu'on parlait tantôt. Exactly, oui. Hey, Matt, tu sais qu'il y a un brewpub en Schlaga qui est heavy metal? Oui, Mutuoid, c'est mes amis. Oui. Yes. Je connais tous. Eux autres sont en bonne dépression, là, mais le brasseur est venu hier. Ben, imagine-toi, ils ont commencé au mois d'octobre cette année. Fait qu'ils n'ont pas le droit aux subventions. Il faut que tu sois en affaires en 2019. Oui, ils ont commencé directement dans la pandémie. Ça, on appelle ça un pionnier de old school parce qu'ils vivent les growlers et de ces tout en ce moment. Oui. Jean-Michel est excellent. Il fait de la bonne bière, très solide, classique. C'est lui qui est venu me voir. Oui, il est excellent.
J'étais avec lui lundi, justement. Ouais. Mais ça sent le pot, ça, c'est bien. Et je trouve, Ah, c'est ça que ça sent du pot? oui, j'ai Mais ça, ouvert c'est la quelque canette, puis oh. Et ça, c'est Mais- quelque chose qui a changé, Laura, parce qu'il y a 30 ans, tu n'aurais pas pu le dire. Non, c'est vrai. Non, ben, on en fait pousser derrière d'elle, de toute façon. Là. Ah, c'est ça. Hmm. Juicy, hoppy. Ouais. Ce que j'aime bien, il y a quand même de l'amertume dedans. Des fois, les juicy sont comme juste juicy. Mais là, on a quand même une balance c'est avec bon. l'amertume. Ça me plaît comme équilibre. Ouais, je pense que c'est le Vic Secret qui donne un dank bite. Ouais. Dingue, oui. Moment préféré au mondial. Qui veut commencer? Hey, il y en a Moi, il tellement. faut en choisir une. Ouais, c'est ça. OK, j'y vais. À un moment donné, je suis au mondial avec Nico. C'était. Oh, Caro. À flasher. Puis, on déambule à travers les rangées, puis on rencontre notre ami Fizette. Comment il s'appelle, Jérôme? Voyons. Alain Fizette. Alain Fizette. Excuse-moi, Alain, s'il regarde ça, il va m'en vouloir. Là, je rencontre Alain. Hey, on jase, puis tout. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il dit, j'étais avec les choufs, là. Fait que là, il y avait Christian puis Pierre qui étaient là, mais tu sais, ils jasaient, ils prenaient une bière. Je dis, ouais, tu sais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, on est allé visiter en 97. Fait que là, ils reviennent, puis Christian puis Pierre, puis fait que là, Alain, il dit, hey Fred, dis-moi là, hey, ça, je te parle de ça il y a 15 ans, en tout cas, mettons plus que 10 ans, puis il dit, ça a tellement changé, je connais plus personne dans l'industrie, tu peux-tu te promener un petit peu avec eux autres? Fait qu'on a commencé à se promener avec les choufs, avec Christian puis Pierre, puis se promener d'un kiosque à l'autre, puis à chaque fois qu'on arrivait, hey, je vous présente Christian puis Pierre. Puis on se comprend que la chouffe, c'était quand même « Ah, wow! » Ah ouais. Écoute, on est sorti ses genoux, là. Moi, je sais pas où on était. Je pense qu'on est allé au Benelux manger. Je me suis réveillé le lendemain matin dans mon hôtel, un peu crade, avec de la moutarde partout. Mais ce que ça a donné par la suite, c'est que, tu sais, on avait déjà rencontré Christian Pierre en Belgique, mais là, après ça, on a travaillé, puis on a fait des collaborations dans la cuvée de Belgique, ils sont revenus dans Charlevoix, puis... Fait que, mais ça, c'est... Le bout que je me souviens est mémorable. C'est dans le temps que c'était à la gare Windsor, c'était vraiment terrible. Ouais. Moi, j'en ai deux souvenirs. Le premier, c'est loin, 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 là. C'était le mondial se tenait en arrière de la Place des Arts, avant qu'il y ait Oh des mon Dieu, centaines, oui, puis oui, tout. oui, place Tu te des souviens de Arts. ça? Oui, Oui, oui. à la Place des Arts, dehors, il n'y a je m'en souviens. plus. Puis là, il vantait aussi. Puis on avait chacun un genre de petite table là, pliante, là, puis on avait des genres de bacs à glace, puis on essayait de verser notre bière en fût là-dessus. Puis ça moussait, il n'y avait rien à faire. Ah, en tout cas, ça, celle-là. Puis l'autre fois, quand c'était Oui, mais sur... Laura, la Place des Arts, il faisait 45 Celsius. Oui, c'est vrai. Tout moussait. L'autre fois, c'était sur le quai, un des quais dans le Vieux-Port, quand ça commençait le Vieux-Port, puis il y avait le Grand Prix qui jouait là, juste l'autre bord du fleuve. Miaou, miaou, puis il vantait, puis il avait fait un parterre en genre de sable, garnotte, de petite sable de tennis, on dirait, puis le vent pognait là-dedans, puis tous les verres, tous les yeux, tout était couvert de poussière là-dedans. C'était difficile. Mais ça, c'était quand même le fun. C'est un truc pour faire boire, ça, Laura, parce que, tu sais, on respirait tellement, puis on mangeait tellement. On avait On soif. vivait. Exact. Et toi, Jean-François? Je ne sais pas si j'ai un moment particulier rattaché au mondial. En fait, j'ai un ensemble de très bons souvenirs. Puis j'ai été, même comme consommateur, j'ai été au premier mondial là, sur la place à côté de la place des Arts. Là, puis j'ai tout fait. Mais mes plus belles années, c'est nettement à Gare Windsor. Là, puis je me souviens surtout des parties qu'on faisait au Dieu après le mercredi ou des ouvertures. Là. Un peu comme Fred, surtout le début que la fin, là, mais parce que c'était beaucoup relié. C'est beaucoup justement la première journée où, comme brasseur, on se revoyait. Là, ça faisait, avant qu'il y ait 22 festivals par année, on se voyait comme pas de l'hiver, puis une fois au mois de juin, puis après ça, on se revoyait à la fin de l'été. Après ça, on sortait balai. Fait qu'il y avait vraiment de quoi qui était génial là-dessus. C'est pas mal de cette ambiance-là que je me souviens là, de fraternité vraiment particulière. Hey, des sœurs aussi. Oui, tu as tout à fait raison.
C'est vrai que tu sais, c'est là, c'est probablement le mondial qui nous a aidé beaucoup à créer cette fraternité ou sororité ou en tout cas. C'est parce que Convivialité. Après ça- OK, c'est bon. après ça, tu sais, il y a le congrès de la MBQ qui a fait qu'on se voit plus, puis ça nous donnait vraiment la chance d'arriver là au mondial. Ceux qui avaient des kiosques, ou même, tu sais, nous autres, on n'en a pas tout le temps pris. C'était loin Charlevoix, puis c'était 10 jours à un moment donné. C'était une dépense incroyable pour ce qu'on était. Mais on y allait quand même, puis, tu sais, de jaser avec les brasseurs, puis c'est ce qui a tissé vraiment ce tissu-là, là, de fraternité, puis de partage, puis d'entraide. Parce que, tu sais, tantôt, Laura, tu disais, on n'avait pas beaucoup d'ingrédients, mais on n'avait pas beaucoup de connaissances non plus, là, à part de la Bible de Joe Papazian, là, tu sais, le Papazian, là, en 96-17, là. de Charlie Papazian. Fait que, tu sais, je vais te dire, puis maintenant, ben, on a accès à toutes les connaissances. Mais back then, c'était pas pantoute pareil. Fait que on avait besoin de se parler, tu sais. Puis de Jeff, ah, écoute, qu'est-ce que tu fais avec telle affaire? Puis Mondial, ça a peut-être été notre premier band. C'était un peu notre premier congrès de la MBQ à quelque part. Là, c'est ça. Oui. Mais je pense que tu avais tellement raison, Jean-François. On se voyait en juin puis en septembre, c'était tout, parce qu'on travaillait comme des malades. Oui. Puis en juin, il fallait le faire pour arriver là dans la plus haute saison de bière où tout le monde ne fournissait pas. On disait toujours à la Marois, pourquoi tu fais ça en juin? Pourquoi 10 jours? Ouais, ça a été quelque chose. Les estis. Mais là, c'était difficile en juin de le faire, mais on le faisait pareil parce que ça valait la peine. Moi, j'étais le seul qui avait un avantage. Le cheval était à côté du Vieux-Montréal. Je pouvais marcher pour venir. Pas besoin de prendre voiture. On oublie peut-être, là, mais il faut peut-être le souligner aujourd'hui. Il y a 2-3 choses, je pense, qu'on devrait souligner. Mais tu sais, Janine et toute l'équipe là, du Mondial, ils sont sûrement, je dirais, une brique importante là, dans tout ce mortier, dans toute cette histoire-là de bière au Québec. Oui, le Mondial, ils ont des bières qui viennent de l'extérieur aussi, mais c'est un événement qui est parti ici au Québec, qui a inspiré énormément de monde, puis ils sont encore super impliqués. Là. Puis je dis pas ça pour être têteux, c'est vrai que c'est eux autres qui organisent le meeting à ce soir. Là. Mais qui m'ont envoyé de la bière gratis, là, mais non, mais au-delà de tout ça, là, sérieusement, tu sais, ils sont là, ils sont encore là. Fait que on peut peut-être leur lever le prochain verre. C'est quoi, Marc? Oui, on continue avec JF, présente-nous. C'est classique, un autre classique. Un autre classique. Une de mes bestes. Dépêche-toi parce que j'ai quasiment fini ta canne. Quand on m'a demandé qu'est-ce que je veux présenter, j'ai fait tu sais, puis on s'est parlé Fred samedi ensemble parce que j'ai fait un pocket card par accident. Fait, puis, c'est sûr, j'aurais parlé avec la pêchée parce que c'est peut-être la bière avec laquelle j'ai le plus de résonance. Mais j'en parle beaucoup, je suis un peu tanné. Pas tanné, non, je devrais pas dire. Coupe ça au montage. Non, mais à quelque part, la corne, parce que justement, on l'a ressorti récemment, on a fait je me suis gâté. Sûr que la moralité est devenue mon IPA un peu flagship, si on peut dire, mais là, justement, je disais, moi, j'ai le goût de refaire de la corne. Puis, justement, on a fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a comme refait notre image de marque. C'est tendance, ça aussi. Hein. Ah, c'est ça! Ouais, bien meilleur hein, depuis que tu as changé. Mais dans ce cas-là, on a gardé quand même le vieux visuel, donc mon petit diable que j'aime beaucoup, beaucoup, mais dans un format, comme je disais tantôt, que je n'aurais jamais pensé utiliser. Mais la recette elle-même, justement, puis en fait, à quelque part aussi, on fait hommage au Mondial. C'est quand même une bière parce que, sans être une copie directe, qui m'a comme. Quand le Mondial a amené la Logan Bastard de Stone, ça m'a comme donné l'idée au champ d'une espèce d'IPA, mais beaucoup sur le caramel, un peu plus d'alcool, puis tu sais, go big, tu sais. Puis, fait que cette bière-là découle un peu de ça parce que j'avais pas le temps de voyager que ça. Fait que le Mondial m'amenait quand même pas mal de stock qui me permettait un peu de voyager, mais tout en faisant mes 16-17 heures au pas par jour. Puis, fait que c'est ça. Fait que je dois quand même un peu cette bière-là au Mondial. Fait que c'est pour ça que je disais, hey, on sort la corne. Puis, merci à toute l'équipe du Mondial pour tout ce travail. Voilà.
C'est le fun que tu parles de ça parce que moi, mon souvenir du mondial est très égoïste. C'est vraiment de me retrouver pour une des premières fois avec la capacité d'acheter des bières parce que je buvais déjà à peu près tout ce qui se faisait de micro, c'est-à-dire les 4 ou 5 brasseries puis la vingtaine de produits qui existaient, mais on n'avait pas, à part quelques bières à la SAQ, vraiment accès à autre chose. Puis quand j'étais arrivé au mondial, de voir la panoplie de produits qui venaient d'ailleurs, puis des expériences qu'on pouvait avoir à peu près que là, moi, ça avait été vraiment une révélation incroyable. Et la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée, c'est en 2009, quand j'ai commencé avec mon rôle de sommelier puis un peu de porte-parole pour les produits Nibro, de pouvoir être au mondial et me présenter à chacun des kiosques, rencontrer des gens que je connaissais depuis longtemps par réputation, mais là, d'être capable d'entrer en contact parce que je parlais de mes produits puis de la brasserie pour laquelle je travaillais, ça avait vraiment été pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs, le mondial 2009. Ça a-tu été pas mal la première de ce style-là? Parce que tantôt, vous parliez de ce qui a changé. Ça a changé. Là. Les IPA qui sont rendus blondes comme une Pils ou comme une blanche belge, de retrouver, pour moi, les IPA avec ces couleurs-là, comme les vrais IPA de l'époque ou les West Coast. J'aime tellement ça. Ça a pas mal été une des premières, JF. Ben oui, c'est vrai, on a vraiment poussé la note. On faisait déjà la Voyageur Clavesso, qui est plus une IPA vraiment anglaise, que on est sur le rouge, tout ça, mais là, je venais de découvrir le Centennial, là, qui était. Puis bon, maintenant, la moralité, la corne, il y a de la marigot dedans, mais au départ, c'était 100% Centennial. Quand j'ai vu le Centennial, j'ai fait oh my God, c'est comme un cascade, c'est stéroïde finalement. Mais tu sais, puis là, ça a été lancé quand environ, Jeff? L'année exacte, là, on est en 2002, 2001, ou peut-être 2003 max. C'est dans le temps qu'on a sorti la vache folle ESB, nous autres. Dans ces années-là. Ouais. Mais là, tu sais, je montais les IBU aussi, mais je me disais, tu sais, si j'ai pas de body là-dessus, ça va décaper, ça sera pas le fun, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, elle a du corps, elle a du caramel, mais ça m'a dit, OK, let's go. Un dry hopping qui était beaucoup plus gros qu'une IPA anglaise que je faisais. Puis c'est un peu le début, tu sais, on parle beaucoup de DDH, puis tout ça. Honnêtement, la moralité est DDH depuis toujours. C'était mon secret, mais je ne le disais pas. Parce que ça a commencé un peu avec la corne quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, quand je mettais tout le houblon d'une shot, ça chiait. Fait que j'ai dit, OK, on va le mettre en 2 shots, on va l'enlever tranquillement, pas vite. Ah ouais, c'est mieux de même, finalement, OK. Puis avec la moralité, qu'il y en a encore plus que dans la corne, ça c'était clair, si tu mets tout en même temps, c'était dans la merde, tu sais. Puis, tu sais, je lisais un peu, Vinny a parlé beaucoup de ses expériences de dry hopping avec ses double IPA et tout ça. Puis, tu sais, je me suis inspiré beaucoup de ce qu'il a fait. Puis, en ayant la chance de goûter un peu ce qu'il faisait aussi. Mais oui, c'est un peu le début de toute cette patente-là. Mais je trouve ça fun d'y revenir parce que justement, j'en parlais. Maintenant, la tendance n'est pas tant ces bières houblonnées, mais l'amertume a été mise un peu de côté. Puis comme tu disais, ouais, le West Coast est temps à revenir tranquillement, puis ça fait du bien, ça. C'est du fun de l'amertume aussi. Ouais, en espérant que la tendance que je vois en ce moment ne sera pas très longue, mais on voit des West Coast qui sont à peu près la couleur d'une fin du monde. Moi, ça me jette à terre. Et quand les gens goûtent une vraie West Coast, ils vont dire que ce n'est pas une West Coast. Fait que ça, c'est quelque chose qui me refroidit pas mal. Comme je disais tantôt, on a lancé la vache folle ESB, puis j'hésitais entre l'appeler IPA ou Extra Special Bitter, puis je suis allé avec Extra Special Bitter parce que je voulais pas l'appeler IPA, puis surtout que c'est la vache folle, puis c'est ESB, encéphalopathie spongiforme bovine. Mais quand on a lancé le ESB à peu près dans ces années-là, les gens étaient là et ils me disaient « Oh, c'est fort, cette bière-là! » C'est ça, je disais à Jeff, tu as dû sortir ça à peu près dans le même temps qu'on a sorti la ESB. Puis le monde, dans ce temps-là, c'était comme le monde, il capotait, c'est donc ben fort! C'est plus de juste l'amertume, c'est ça? L'amertume, oui. Le monde capoté, là, Laura parlait de la mondiale à Place des Arts, il faisait 45 saisifs. Moi, j'avais en fût de la Titanic 7%. Et puis là, on parle du monde qui ne sont pas habitués à boire de la bière. C'est juste ça. Dans ce temps-là, nous autres, les nounous, on avait comme un code de déontologie, c'est qu'on, les microbrasseurs, on n'était pas beaucoup en Amérique du Nord, on avait décidé qu'on ne prenait pas de starch. Oui. On ne prenait pas de sucre.
Fait qu'on faisait des bières belges au début du cheval blanc. Tout le monde disait, hey, c'est du sirop poudre. Parce que c'était 100% malt. On faisait Oui. pas comme la chouffe à 30% de sucre. Là. On était 100% malt à Oui. 7%. Fait que là, il fait 45 à Mondial. Il n'y a pas grand monde qui goûte ma bière. Écoute, tu avais 5 plateaux finales, densité finale, 5 plateaux, tu sais. Ah, c'est vrai, ça. Jérôme, est-ce que tu Ça a as... duré longtemps, ça, c'était code des starches, là, hein, Laura? Ben, des starch ou des sirops. Caslin, belle gueule, tout ça, là, ça touchait pas au sucre, pas de sucre, pas de riz, pas de rien. Pas de maïs, rien, Ah, non. Parce que ça, c'était réservé aux grandes brasseries. Ils On faisaient voulait du pas pain s'associer blanc, ils avec faisaient eux du riz, autres, du ouais. maïs pour couper des coups. Nous autres, on n'en mettait pas. C'est comme mon brasseur, là, de dire d'affaire du maïs, du riz, puis n'importe quel flocon qui existe sur la planète, c'est dans la cuve d'un potage maintenant. Oui, mais maintenant, on utilise ça, on expérimente avec ça, mais à l'époque, il ne fallait pas toucher à ça. C'était pas pur. Non, tu sais jamais à ça. C'était Jérôme. épouvantable. Jérôme, Oui. c'est quoi ta mémoire préférée du mondial? C'est ça, je viens de te le dire. Là, Ah. Vous savez, le Titanic à 45 Celsius. On va poursuivre avec bière et musique. Il n'y a pas beaucoup de temps. Fait que je te coupe ça. J'adore. Bière et musique, ça fonctionne tellement bien ensemble. Moi, je sais, j'ai une balado qui parle de ça. Je suis un chanteur d'un groupe extrême. J'adore la bière de micro. Ça va bien, j'adore. Je vois que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que la bière et de la musique vont tellement bien ensemble? Et Frédéric, oui, on va poursuivre avec cette beauté. Toi aussi, j'ai déjà. Ça, cette bière-là, c'est More Than Words. OK? More than words. Tu sais, tu me parles de musique, là, j'ai déjà dit à quelqu'un, tu sais, ça, c'est une bière noire, là, ça, c'est comme Extreme, là, tu sais, qui ont leur jacket, toute leur affaire, puis qui chantent « Saying I love you ». Fait que ça, là, c'est More Than Words. Excusez pour l'interprétation un peu. Mais tu comprends? Une bière noire, elle a l'air tough, là, mais quand tu goûtes à ça, c'est du gâteau au chocolat, là, fait que c'est... Bon, ma diète. Un gâteau au chocolat à 9%, par exemple. Ouais. C'est bon, ça. Donc, les personnes allergiques au lactose, j'aurais peut-être dû le dire avant. Oh non! Délicieux. Ça, le lactose, c'est une autre affaire là, qui se promène dans les bières maintenant. C'était au cheval, là, c'est en plein de bière avec du lactose. C'est pas fort là-dessus. Là. Mais la tienne, je trouve que ça ne te pogne pas dans l'arrière-goût. En réalité, tu sais, nous autres, c'est Nico qui est arrivé avec cette idée-là à un moment donné, il y a longtemps, en 2000, là, genre, tu sais, on va faire une milk stout, comme ça se fait, tu sais, ça se faisait déjà en Angleterre, on n'a rien inventé, là. Mais c'était de dire, on va mettre du lactose non fermentescible, ça va venir arrondir la bière, puis on va faire une bière, tu sais, qui va être sweet un peu, une stout qui va être sweet, parce que, tu sais, la stout, là, tu sais, le monde qui... Tu sais, dans le temps, là, encore une fois, là, le monde disait « Oh, tu sais, une Guinness, tu mets un 30 sous puis il coule pas. » Ben non, tu sais, la Guinness, on se comprend, c'est plus mince comme bière, là, tu sais. Non, c'est épais comme de la melasse. Donc, ils voyaient ça de même. Fait que, tu sais, quand t'arrivais et tu offres une stout à quelqu'un, une dry stout, il était saisi. Tu sais, c'était comme un café froid, en réalité. Fait que, tu sais, on avait dit, on va faire la milk stout. Puis c'est de là qu'est venu le nom La Vache Folle aussi, là. La première Vache Folle est venue de la milk stout parce qu'on s'était dit, OK, c'est une lactose, on va faire la vache folle. Puis par la suite. Moi, c'était ta conjointe qui te traitait de vache folle tout le temps. Dis-moi, c'est ça qu'elle m'a dit. Ah ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'on l'a rajouté avec du lactose pour l'arrondir un petit peu. Puis c'est ça que ça a donné. Mais au début, la première vache folle milk stout était à 5%. Oui. Et après ça, on l'a augmenté à Imperial Milk Stout. Il faudrait peut-être la refaire, la Milk Stout. Puis maintenant, ben, on se comprend, le lactose est utilisé dans tous les milkshakes IPA. C'est rendu maintenant un édulcorant à la bière. Ben, c'était ça aussi dans notre temps. C'est un édulcorant, mais... Mais tout est une question de dosage. Hein? Tout est une question de dosage aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, on me disait beaucoup que mes bières étaient sucrées. J'ai une dent relativement sucrée, puis je l'admets, tu sais. Puis là, la tendance, c'est les bières super sèches. Yeah, right. Maintenant, on n'est vraiment pas
une chance, les petites lagers sont de plus en plus populaires et c'est une maudite bonne affaire. Là. Ça, je trouve ça super le fun. Hein. Mais c'est ça, c'est. Bon, ils sont pas si sèches que ça. Les lagers, non, je dis pas bone dry non plus, là, mais là, effectivement, tu sais, il y a des bières que, OK, il y a lactose, puis beaucoup de lactose. Dans ça, effectivement, c'est bien fondu, ça donne de la rondeur, c'est super cool. Là. Puis un peu comme Jeff l'a dit tantôt, on s'est parlé parce qu'il a fait un pocket call, puis, tu sais, là, je dis là, quelle bière que j'envoie, tu sais, je peux pas parler encore de la Flacatoune. Puis j'ai presque fait le même lapsus que toi, là. C'est pas que je suis tanné d'en parler, là, de la Flacatoune, mais tu sais, tout le monde me parle de la Flacatoune tout le temps. Puis en fin de semaine, ben Caro et moi, on était là, puis on prenait une bière. Puis, ben, tu sais, celle-là que vous avez là, c'est quand même une de septembre de l'année passée. Bon, c'est pas encore très vieux. Puis là, j'en ai une 2021. J'en ai une de la semaine il y a un mois, tu sais. Puis on buvait ça, tu sais. Puis j'ai dit, on va y aller avec ça. Puis sérieusement, là, tu sais, on parle beaucoup aussi, c'est une autre affaire, le vieillissement des bières. On pourrait en parler pendant des heures. Jeff, tu te souviens-tu la fois que tu es venu coucher ici? J'avais de la Vestmal 10 ans qu'on avait réfléchi, qu'on était tellement contents. On s'est ouvert ça, puis on aurait pu faire un drain pour avec, là, tu sais. Tu sais, c'est parce que la bière, là, on a été pendant des années et des années à vouloir se faire accroire, ça se vieillissait bien. Non. Ça n'avait pas été... Ça dépend tellement comment c'est traité une bière. Ça peut vieillir bien si ça se tient en forme, au frais, dans l'eau noirceur. Mais si c'est charrié dans le voyage, dans un déménagement ou dans un coffre d'auto au soleil, ça c'est pire. C'est pas la même affaire. Une autre avait été bien conservée au frais, mais tu sais, une triple, là. C'est fragile, je dirais, tu sais, une Imperial Milk Stout, une Scotch Ale, des quadruples, là. Tu sais, écoute, je pense que je dois avoir en bas, là, une 3 pistoles qui a à peu près 15 ans, là, puis je suis sûr qu'elle va être bonne, tu sais. Mais tu sais, ta Vestmal triple, là, que t'as fait shipper par bateau, là, puis tu gardes pour un... Là, Jeff était chez nous. Ah ouais, let's go, on ouvre ça. Puis on avait une 8e jour. On avait ouvert une 8e jour aussi, qui avait à peu près 10 ans, on l'a flushé aussi. Mesdames, messieurs qui nous écoutez, il y a 20% des bières qui vieillissent bien. Le reste, là, buvez-la. Ouais. La bière, c'est du pain. Le pain, après 2-3 jours, il n'est plus aussi bon. C'est la même chose. Tu fais du pudding au pain avec ton pain qui est trop vieux. La bière, ça se boit frais. Exact. Tu sais, du plum pudding, là, c'est vraiment un pain, mais spécial. Tu sais, fait que... Il y a frais aussi, parce qu'à ce temps, il y a tendance qu'une bière qui était encanée 1 heure après, elle est plus bonne. Faut que tu la vendes avant de la mettre en canette. Il faut vendre des canettes avant, tu le mets dans le canne. Oui, Sylvain. Peux-tu répondre à ta question? Oui, musique et bière. Ben oui, parce que c'est probablement la première question que je me sens à l'aise de répondre. Parce que là tu es dans mon domaine. Ma réponse est assez simple. Moi, je suis beaucoup dans la dégustation et c'est les 5 sens pour déguster. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et surtout le goût. Et tous les sens sont mis à contribution avec la bière, sauf un. On peut goûter, on peut toucher, la texture de la bière est flat, elle est chaude, elle est ronde, elle est patati patata. On a l'odeur, on a la vue. Mais les oreilles servent à rien en dégustation, à part entendre le pchit quand la bouteille ouvre. Et la musique devient le sel dans la recette. Le sel est un rehausseur, le sel est un complément. Et pour moi, la musique vient vraiment complémenter tout ce que la bière offre, sauf l'oreille. Donc, en fonction de ce que tu entends, ça t'amène vraiment un complément de ce que tu bois et de tout ce que la bière t'apporte. Pas d'accord, Sylvain. Mais c'est beau. Mais moi, la bière me parle. Ah oui? Ben, si on continue à voir tout ce qu'on a là, moi aussi, je vais l'entendre parler. C'est parce que Bernard, il n'est pas tellement jasant. Fait que Continue, Laura. La bière te parle. Ça me dit toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que c'est bien du niaise, là. Mais je trouve que la bière qu'on a devant soi, c'est la meilleure bière au monde. Et puis comment l'agrémenter, c'est avec la bonne compagnie, la bonne musique, un bon feeling en général. Puis c'est fait que
la musique doit faire partie souvent de l'ambiance, de l'expérience en général. Moi, j'adore ça. Et Bon. est-ce que on n'entend pas la bière? Ça aussi, je ne suis pas d'accord. On peut entendre l'effervescence. Ça, c'est vrai. Moi, j'entends la mer souvent. Oui. Quelqu'un d'autre veut toucher sur la musique et la bière. Ben, Tu vois, dans une dégustation là, avec les gangs dans le tap, là, tu sais. Sounds like nothing. J'entends un là. Mais effectivement, c'est super important. Honnêtement, une des choses, je m'ennuie énormément. Au-delà au niveau de la business, d'avoir nos pubs fermés, c'est pas évident, mais c'est la vie de pub qui me manque terriblement. Là. Et puis, à Montréal, on a un boot à DJ dans un pub de bière. Parce que justement, il y a des moments dans la soirée, surtout des vendredis, des choses de même, là. Quelqu'un qui est là, qui moniteur c'est quoi la vibe, puis qui vient mettre une ambiance musicale, puis qui a sa signature à lui, puis il dit bah, qu'est-ce qu'il met? Ah, tu sais, écoute, chaque DJ a un peu sa signature, tu sais, puis on demande juste qu'il file un peu à la place, tu sais, que ça soit cool, mais après ça, il y en a qui sont vraiment sur le funk, puis d'autres sont plus sur le pop, ça, c'est correct, on est. Puis, et oui, ça drive exactement les conversations, tout ça. Puis la bière devient bon, on dit souvent un lubrifiant social, mais au-delà de ça, c'est de se... Tu sais, pourquoi on ne boit pas juste dans notre salon, tout ça? Ben, maintenant, on a le goût d'être dans une place où il y a de la vie, tout ça, avec la musique. L'expérience est complètement différente, même si c'est la même bière. Puis on ne voit pas tout à fait les mêmes bières non plus. Justement, il y a des bières qui sont peut-être plus designées, puis on le voit dans un peu ce qu'on vend en cruchon, puis tout ça. Ce qu'on vend, ce que les gens viennent, justement, ils disent OK, je suis ici pour 2-3 heures. Ils vont choisir des bières, des fois peut-être avec moins d'alcool ou pas toujours super intense en houblon, parce que justement, ils disent écoute, je suis là pendant 2-3 heures. Ils sont partis sur. La façon de boire est différente quand tu es en groupe, que tu planifies être là pour un bout aussi, que quand tu es juste dans un mode de dégustation, tu dis OK, à soir, c'est une bière que je choisis. Ben, ton choix est complètement différent. On le voit dans ce qu'on a à brasser au pub présentement, ce qu'on est en mode take-out versus qu'est-ce qui se vend sur place. Très intéressant. Musique, bière, Frédéric, Jérôme. Jérôme? Ben, moi, j'étais un peu comme Jean-François. Je m'ennuie tellement d'être assis à un bar avec la musique dans le piton, là, puis une peigne de bière. Moi, j'étais un peinteux, là. Moi, les bières dans des verres de vin, là, c'est pas mon style. Fait que Jean-François, il rit parce que je vois des fois Dieu du ciel, puis ils me mettent dehors, quasiment, là, parce que je m'assieds au bar. Moi, j'aime ça, m'asseoir à un bar pour boire de la peigne de bière, de la musique dans le piton. Fait que mon mat, là, quand le brew pub Heavy Metal ouvre, là, on se donne un rendez-vous et on ferme le bar. Oui, tu vas voir que même à 66 ans, je suis capable de fermer un bar. Moi. Je suis partant, Jérôme. J'aime bien ça. C'est ça que je trouve le plus difficile en ce moment avec la pandémie. Puis ma conjointe, on aime ça sortir au restaurant. C'est sûr, on reste au centre-ville, nous autres, mais ça me manque énormément en ce moment. Tu sais, tantôt, je parlais de l'analogie avec More Than Words, mais tu sais, la musique pour nous autres, là, c'est vraiment le bruit qu'on entend dans nos pubs. Là, tu sais. Moi, là, tu sais, c'est sûr, l'été dans Charlevoix, c'est là où on a notre grosse saison. La terrasse est pleine. Mais tu sais, genre, on a un nouvel employé là, qui rentre, une nouvelle personne qui rentre. Puis là, c'est le fun l'été, il y a du monde. Puis je dis, mais moi, là, c'est quand l'hiver arrive, puis que là, le pub ferme ses portes. Que là, t'as de la musique, t'as du jazz, du blues, tu sais, puis que là, le monde essaye de parler plus fort que la musique, puis que t'es là, il y a comme, écoute, j'ai des frissons, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça, tu sais, je le sens quand je vais à Dieu du ciel, quand je vais au cheval, tu sais, tu sens ça, tu sais, t'es obligé de te dire, « Hey, pis toi, ça va? Tu sais, qu'est-ce que ça? » Mais il y a quelque chose, c'est ça, la musique de la bière. La musique de la bière, c'est la convivialité, Puis, tu sais, je trouve ça le fun de rater des... Puis, écoute, là, ça fait 3-4 fois que je fais des affaires, des allusions à Antap et tout ça. Je suis super d'accord avec ça, ça va bien, mais moi, là, je fais des bières de dégustation, je pense. Mais je pense que la bière, c'est avant tout
un prétexte pour se réunir. Fait que c'est pour ça que présentement, je trouve ça dur. Puis ça, ce bruit-là, cette musique-là, là, elle me manque énormément là, d'être dans mon pub, puis d'être sur la terrasse, puis d'entendre plein de monde qui sont en train de triper ensemble, puis de vivre ensemble. Puis c'est ça. La musique de la bière, c'est ça, c'est l'être ensemble. Définitivement. Ça va Puis revenir. ça rejoint un peu ce que je disais, c'est vraiment, ça vient combler le son qui est le seul sens que la bière ne peut pas combler par elle-même. Le bruit du pub, le bruit des conversations, la musique, c'est l'oreille, et voilà. Ah, j'en ai essayé des bruits de pub là, sur mes speakers. Là, ça marche pas. Même en Atmos, là, whatever, ça marche pas. Ah, c'est drôle. On est déjà à la fin. On va prendre un petit moment pour se vanter de faire du promo. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour vos brasseries? Quelque chose que vous voulez parler au monde de qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Laura commence pour Montréal. Ah, mais j'ai pas le droit de parler. Un produit qui est sorti. Tu connais ça, les contrats, Laura. Oui, tu connais ça, des contrats. Ouais, non, c'est très difficile. Je sais que Boréal, moi, je suis tellement fière de. C'est vrai que j'ai vendu Boréal au Fonds de solidarité et je suis tellement contente d'avoir vendu à quelqu'un qui a des valeurs comme nous autres en avait avant. Et ce qui s'en vient, c'était une continuité du passé, en même temps avec des petits renouveaux, mais je pense que les valeurs fondamentales sont là. C'est québécois, ça va continuer avec ça. Puis, en tout cas, moi, je suis bien fière, je continue à être sur le conseil d'administration, alors je ne peux pas parler. J'adore ta réponse. Jean-François. Ce qui s'en vient pour nous autres, puis juste pour faire du surf sur Laura a toujours nous a toujours donné un coup de main quand on est parti. Puis, et Boréal continue. J'ai une super bonne relation avec Boréal. Des fois, il manque du houblon, il manque de quoi. Puis, on est relativement proches. Puis, ils sont toujours là quand on a besoin d'eux autres. Sinon, ce qui s'en vient pour nous autres, on sort des petites affaires durant l'été, mais entre autres, justement, il s'en vient bientôt une bière qui s'appelle la Kilomètre Zéro. C'est une genre de session IPA en bas de 4 %. C'est une autre affaire que quand j'ai parti en 98, c'est faire de la bière en bas de 4 %. T'es-tu fucking malade? Puis, non seulement qu'il y a une demande pour ça, j'y prends un certain goût. Et en fait, comme brasseur, c'est pas mal plus difficile à faire. Oui. On en parlait, on me disait, hey, toi, tes bières sont faites à 7 %. Je dis, man, c'est un sweet spot, 7 %. C'est facile de faire quelque chose de bon à 7 %. Mais en bas de. Et 80 IBU. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a ça qui s'en vient bientôt. J'espère. En canette, bien sûr. Saison du délicatesse. Saison du parc, on va en faire un petit peu à Montréal. C'est pas prévu à Saint-Jérôme, on va en faire à Montréal, en fût et en bouteille de 500 ml. Yes. C'est une de mes bières préférées. Ça fait toujours penser à ma fille qui est née en mai. Fait que ça me fait toujours penser. J'adore cette bière-là. Sylvain. Chez nous, chez Unibrou, je dirais 3 choses principalement. On s'est équipé d'une comme le disaient tantôt les gars, une en canneuse. Donc, on a déjà commencé depuis l'été passé à faire de la canne. Des enjeux assez importants parce que nous, nos bières sont refermentées et en bouteille et en fût, ce que peu de brasseries font. Nos fûts sont refermentés. Alors, on travaille à faire des bières refermentées en canette et on travaille très, très fort, probablement d'ici l'automne, pour peut-être avoir une classique du type en fût, en canette. Sinon, on a une nouvelle image aussi. On a rafraîchi notre image. On a rafraîchi nos étiquettes. On n'est peut-être pas allé aussi loin que Dieu du ciel et Microbrasserie Charlevoix. Les gens vont quand même pas être dépaysés. Je ne veux pas dire que les gens sont dépaysés avec leurs produits, mais... Ils l'étaient, oui. Ils l'ont été. Alors, on n'est pas allé aussi loin que ça, peut-être parce que vous y êtes allés et on a dit on n'ira pas de ce côté-là. Chez nous, on a un nouveau branding. Hey, Jeff, c'est rendu nous autres qui inspirent Unibrou, c'est pas pire.
Et la dernière Salut. chose que je dirais, on a lancé il y a 3 ans une nouvelle gamme de produits parce qu'Unibrew est vraiment cantonné dans les bières de type belge. On est probablement été la dernière brasserie en Amérique du Nord à faire une IPA et on l'a fait avec notre nouvelle série qui s'appelle la série Autre chose. Donc, ça nous permet d'aller vraiment ailleurs que dans les bières de type belge. Et puis, on a une super Easy India Pale Lager là, qui sort à l'instant. Really? Oh. Wow. À l'instant, elle est où? Comment tu dis? Elle est où? À l'instant, Ben là, au moment où le mondial est là, elle est sur les tablettes chez votre détaillant préféré. J'aurais dû bon, l'envoyer c'est ça. bon, au Sylvain. bureau, là. Jérôme. Comme moto. On a plein de bières. On a, qu'est-ce qui va sortir bientôt? Il y a ça, c'est pas une nouvelle bière, c'est la poire qui est très populaire. C'est rendu quasiment mon meilleur vendeur. Puis, on a une Quench qui est une genre de... c'est un peu comme la brute, ça a pas mal évolué. Mais c'est une genre de IPA américaine, mais pas au stand, puis 4 facile à boire. Puis, on a une Keller Beer, vieillie 3 mois, dans ma chambre froide, qui risque d'être intéressant. Puis après ça, je ne sais pas trop. Ah, puis il y a une framboise qui s'en vient dans les dépanneurs aussi. Dans un dépanneur. Oh, Puis c'est excitant. j'ai aussi renoué mes amours avec la SAQ. Oh! T'as ramené la berlue? Non, j'ai une bière de pêche. Là, on a juste envoyé une petite quantité, mais c'est quasiment tout vendu. Fait que j'ai pris mon oncle Legault qui me passe une autre commande. Le cheval qui retourne à la SAQ. Oui. Full circle, full circle. I love it. Mais pour une brasserie artisanale, tout le monde a chialé quand même au cheval. Un SAQ, un SAQ. Mais quand tu es petit, c'est tellement plus facile, la SAQ. Ah oui, mais s'il était un peu pro-produit du Québec, ça serait encore mieux. Oui, mais ils sont pas pires dans le vin, c'est dans la bière, on sait moins. Là. Ils ne connaissent pas ça. Mais, ouais, c'est ça. Ils ne connaissent pas ça, ils ne le mettent pas en valeur. Il faut que tu trouves la bière dans les SAQ. C'est sûr que c'est un petit problème, ça. Mais quand tu es artisanal, moi, je trouve que quand le truc passe chez vous, il ramasse tout, puis tu bye! Un mois plus tard, tu as un chèque, même s'ils prennent une bonne marge, je trouve ça pas pire. Toi, Frédéric. Hey, moi, je vais demander à Caro de venir à côté de moi, là, parce que, tu sais, non, pas encore elle. Oh, ça sent le Quelque scoop. chose de big. Ben, c'est big. Big. Si ça en vient oui. chez nous, c'est sûr, on Tu sais, construit. je m'en allais dans ma retraite il y a 2 ans, puis ça n'a pas fonctionné. Ah, moi aussi, je fais même J'essayais de prendre ma combat. retraite, Même ça combat. n'a pas marché. Fait que nous autres, ben, je pense que peut-être vous l'avez vu, mais on construit une nouvelle usine, on déménage. Puis en réalité, c'est pas on construit une nouvelle usine, on construit notre rêve. Tu sais, on avait un rêve, puis on a dû faire des sacrifices avec les années. Tu sais, quand on a construit la dernière usine, la nouvelle, elle s'en va dans un endroit où on va être capable vraiment de faire ce qu'on veut. Là. Pour les personnes qui ont déjà visité Stone, ça va ressembler à ça, là, en plus petit. Mais tu sais, c'est vraiment l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire une usine qui va être la plus éco-responsable possible, avec même une serre qui va récupérer la chaleur qui vient de toute la chaleur qui vient de tout ce qu'on jette dans l'atmosphère. Probablement aussi la récupération d'eau de pluie pour tous les jardins. Toute notre beer garden va être vraiment super sur la coche. Grosse exploitation vraiment de beer garden puis expérience client au maximum. Fait que, tu sais, je sais, ça a été annoncé parce que ça a été coulé un peu, là. Mais il y a du monde qui a dit « Ah, pourquoi vous voulez grossir encore? » L'objectif, c'est pas de Moi, je ne grossir. voulais pas grossir, je voulais maigrir, là, mais... L'objectif pour nous, c'est pas de grossir, c'est de, tu sais, à presque, ben, tu sais, pas loin sur le bord d'être sur la retraite, de finir avec ce qu'on avait comme objectif quand on est venu dans Charlevoix. Fait que ça va être ça va être vraiment trippant. C'est un projet qui nous tient super à cœur. Puis, se donner de l'espace pour faire notre brut, pas la même brut, là, mais nous autres, c'est pas de la, tu sais, notre brut méthode champenoise, là, tu sais, là, on va se mettre des gyropalettes, on va vraiment travailler ça. C'est un produit qui est super en demande, puis on n'a jamais été capable vraiment d'amener. On a continué à travailler sur l'expertise pour amener une bière de méthode champenoise. On l'a maintenant, mais on n'a plus l'espace. Fait qu'on va se donner de l'espace, puis on va donner
à notre équipe, à nos employés, à toute la gang qui est avec nous autres. On est avec une équipe de feu là, Ah ouais. qui veut travailler avec nous autres. Mais, On leur donne Dans tous les moyens ce pour que... projet-là. Là. On n'est plus juste moi puis Fred puis Nicolas comme dans le temps. Là, on a une équipe qui est là pour nous aider. Quand on a parti la brasserie, la deuxième phase, on était juste On moi, était Fred trois. et Nico qui faisaient tout, là. Autant la comptabilité, on faisait tout. Puis là, maintenant, on a une super belle équipe, puis je pense qu'on va être capable de réaliser notre rêve. Bravo. Mais Malade. Fred, Quoi? as-tu prévu un appartement pour moi dans la maison? On a commencé à parler de ça, oui. Puis, si vous me permettez, si Matt, tu me permets une dernière petite Vas-y, oui, intervention, vas-y. je voudrais juste qu'on prenne quelques secondes pour penser à quelqu'un qui a été un des pionniers aussi de la bière au Québec, puis qui est un de nos grands chums, qui nous a quittés subitement il n'y a pas si longtemps à un jeune âge. Puis tu sais, c'était un homme d'affaires que, tu sais, je lisais un peu, c'est un homme d'affaires qui était reconnu, puis tout ça, mais c'était par-dessus tout un être humain qui était extraordinaire, puis je parle de François Grisé. Puis, tu sais, qui a repris le Bill Boquet, qui s'est impliqué dans sa communauté, qui s'est impliqué dans la MBQ, puis, tu sais, quand on a parti Distribuère même, tu sais, qui a quand même été une compagnie de distribution qui a aidé beaucoup de brasseries à se partir, ben, il était dans les 4 fondateurs. Puis, ça m'a beaucoup ébranlé son départ. Fait que j'aimerais ça lever mon verre à François Grisé. Puis là, je suis hors des larmes, là, mais tu sais, je voulais pas finir en pleurant, mais Non, mais c'est vraiment un bon chum, François, puis Ben, qu'on connaît tous, puis toute sa famille qu'on connaît peut-être pas, là. Tu sais, je veux vraiment que vous sachiez que ça nous a vraiment touchés. Tout à fait. Salut, François. Pensez à toi quand je vais rider. Je te redonne la POC, Matt. Arrange-toi avec ça. Je laisse un moment pour respirer. Et moi, je vais boire plutôt. Pour moi, je vais annoncer que je fais un très gros projet qui s'appelle Vox and Hops Brutal North America, où je mets je collab des brasseries métalleux partout au North America avec des Vox and Hops alumni qui sont des personnes que j'ai déjà eues sur le podcast, mon balado, pour créer des collabs pour leur groupe. Fait que la dernière semaine de juin, du 21 au 25 juin, il va y avoir 21 collabs qui vont tomber partout au North America, aux États-Unis et au Canada. Il y en a 8 qui sortent au Québec. Je suis très fier. C'est vraiment très cool. Je suis très excité. Et ça continue. Il va y avoir du gros pub sur ça. Et si Dave Mustaine veut faire un autre for Brutal North America, je suis partant, Sylvain. J'attends ton appel. Fantastique. Je veux laver nos verres encore pour l'équipe du mondial. Marie-Lou, Carole, Janine, j'ai très hâte que le mondial revienne. Je suis très content qu'on a passé ce temps ensemble. C'est un honneur pour moi. Péché Mortel, c'est une de mes bières préférées, honnêtement. Et c'est très vrai, ça. Vache Folle, c'est une des premières bières que j'ai bu. Jérôme, you're a legend. Trois pistoles. Ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il n'était pas né quand je faisais de la bière. Basically. Trois pistoles, a classic brew. Je le bois encore, je l'apprécie encore. Quand j'ai commencé à jouer des spectacles à Montréal, quand ils me donnaient des petits coupons pour boire de la bière, c'était du Boréal que j'ai commencé à boire la Boréal Blonde. C'est comme ça que le métal a commencé, OK? Boréal Blonde, c'était ma bière de choix. Je suis très honoré d'être avec vous. C'est un très plaisir. Merci à vous et à bientôt. Je suis très content d'être avec vous. J'ai commencé à faire du métal à cause de la bière, qui était fermentée dans des cuves rouillées à Laurent. On va faire un cheers. Du métal! On va faire un cheers. Je vais prendre un photo. Laurent, si tu viens à Montréal, je suis là tous les jours, je parle. OK. Prendre une petite bière à la fin de la journée, je suis là. Malheureusement, je suis tout le temps là. En fait, on va laver les bières qu'on a choisies pour la photo, s'il vous plaît. C'est mieux pour le pub. Quelle tu veux qu'on prenne? Celui que tu... La tienne. Yeah. Ah, OK. Ben, moi, ça a été elle, la mienne aussi. Là.
Moi, je sais Oh. pas si ça marche. Puis bon, tu sais, mon verre, ma canne, ça marche pas. Hein? Je vais faire une face bizarre. Je vous invite de faire une face bizarre, mais c'est à vous.